J'ai glissé, chef. Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon Dieu? Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, le fil passe. J'ai glissé, chef. Bonjour. Hello, hello, hello tout le monde. Bonjour, bonjour, on va attendre un petit peu. Bonjour à tous. Alors, vous avez eu en musique d'entrée la 7e compagnie et c'est Johan qui m'a donné cette idée, que j'ai trouvé à juste titre d'ailleurs, assez sympa, dans l'esprit de se dire que aujourd'hui, on est en guerre. On est en guerre contre le virus. Et j'adore. Vous nagez bien, chef. Et justement, c'est pour les anciens qui connaissent la 7e compagnie. Et comme on est en guerre, je pense qu'on a un gouvernement qui est digne de la 7e compagnie. Et regardez le film, il est un peu vieux, il est un peu vieilli, mais franchement, ça démontre bien la qualité de notre compagnie gouvernementale. Voilà, c'était un petit peu la réflexion que je voulais faire pour ce début, histoire de lancer la présentation qu'on a du PowerPoint. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va parler du PGE et exclusivement du PGE. Parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir et des petites choses à dire. Donc, je vais vous présenter, je vais changer les supports parfois sur le PGE et je vais essayer de vous garder les questions sur la droite. Alors, faites des questions courtes et attention, je pense que attendez aussi que les slides avancent parce que tout va se dire sur le PGE. Je pense que j'essaie de faire un truc à peu près global. Donc, n'anticipez pas trop vite les questions que je vais pouvoir poser. D'accord ? Aujourd'hui, on est 70. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus sur le PGE. Donc, je compte toujours sur vous pour essayer de divulguer un maximum de monde autour de vous. Je sais que l'aide des 1500 € a bien tourné. J'essaye de faire connaître mon quiz le plus possible parce qu'il y a énormément de gens qui perdent au quiz, mais vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde joue le jeu avec moi, éventuellement de le faire savoir de ce quiz-là parce que franchement, les informations, j'en ai marre d'entendre des conneries. Conneries sur conneries. D'accord? Donc aujourd'hui, le PGE. Allez, on va essayer d'avancer sur cette présentation-là. Donc, c'est quoi le PGE? Alors, attendez, c'est bien là. Il me manque une page. Excusez-moi si j'y vais un peu vite. Oui, il me manque une page. Je suis surpris. Non. Bon, bah ça va. Allez, donc je reviens, excusez-moi, je pense qu'il me manquait la page, mais j'ai dû la squeezer après. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'espère qu'il n'y a pas de bug. Donc, le PGE, c'est quoi? Alors le PGE, déjà par la première notion, c'est un prêt des trésoreries avec différé d'amortissement de 12 mois pour toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, mais qui ont une activité économique, ce qu'on appelle les ICAL. Donc, c'est-à-dire que les SCI, notamment, et les biens patrimoniaux n'ont pas le droit de souscrire à un PGE. D'accord? C'est vraiment
réservé pour les activités ICAL, industrie, commerciale, artisanale, libérale, ce qu'on appelle ICAL, d'accord? Et agricole, ICAAL. Donc, du coup, c'est un prêt que vous allez pouvoir demander à la banque sur lequel, pendant 12 mois, vous ne paierez rien, d'accord? Et on peut le souscrire jusqu'au 31 décembre, mais attention, partout où vous lisez 31 décembre, il y a un petit piège que je vous annoncerai tout à l'heure. Donc, c'est un prêt bancaire, mais ce n'est pas un prêt de l'État. Donc, c'est un prêt bancaire, pas de l'État. Ce n'est pas l'État qui vous prête, c'est la banque qui vous prête. D'accord? Ne pensez pas, comme beaucoup, j'ai voulu le faire moi aussi au début sur la BPI, obtenir le prêt. Il y aura des solutions une fois qu'on sera passé par le médiateur éventuellement, mais pour l'instant, c'est un prêt bancaire. Donc, il faut solliciter la banque. Donc, ce n'est pas un droit. Hein? Ce n'est pas un droit, c'est la banque qui va vous l'octroyer ou pas. Et vous allez voir que ça va poser de sérieux problèmes. Et je pense qu'il y en a qui ont pleuré au quiz en disant « j'ai perdu ». Là, je ne peux pas le faire sous forme de quiz, mais il y en a qui vont pleurer en disant bah, « j'ai encore perdu ». Et vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il manque une dimension à ce PGE. Donc, les chiffres. Le montant maximal du prêt sera de 3 mois de chiffre d'affaires. D'accord? Vous pouvez demander, prenez votre chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires que vous le verrez plus tard de l'IH fiscal. Vous ne pouvez demander que 3 mois du chiffre d'affaires ou un quart de votre chiffre d'affaires annuel. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui commencent à me dire oui, mais 3 mois de chiffre d'affaires, c'est la même chose qu'un quart du chiffre d'affaires annuel. Non. Si vous êtes dans une activité saisonnière, si vous faites 3 mois des chiffres de l'été, ce n'est pas la même chose que. Enfin, 3 mois, pardon, des chiffres de l'hiver, janvier, février, mars, ou décembre, janvier, février, ce n'est pas la même chose que juillet, août, septembre, si vous êtes plagiste, par exemple. D'accord? J'ai eu l'accord et le virement de PGE la semaine prochaine. C'est bien. Vous allez voir après. Pour ceux qui ont pu l'avoir, c'est très très bien. Je ne dis pas. Après, rappelez-vous, je disais qu'il était aussi urgent d'attendre parce que vous allez voir que ça, beaucoup ont commencé à le solliciter et vous allez voir pourquoi vous aurez certains refus. Donc, c'est 3 mois de chiffre d'affaires ou un quart du chiffre d'affaires annuel, ou pour celles qui ont les petites entreprises qui sont encore en perte parce qu'elles sont innovantes, c'est 2 ans de masse salariale. Il faudra respecter les critères d'entreprise innovante. D'entrée de jeu, quand vous allez souscrire, il y aura une prime et souvent on confond le taux d'intérêt et les 0,25 que vous entendez partout. Les 0,25, c'est la prime de garantie, pardon. C'est la prime de garantie que prend BPI pour elle. Ce n'est pas le taux d'intérêt. D'accord? C'est la prime de garantie BPI. Et il y aura un taux bancaire qui dépendra des banques. Il y a une préconisation de dire aux banques, bah, vous allez prêter à 0 pendant 1 an. Il y aura juste les 0,25% de frais qui seront prises par BPI. Et ensuite, on verra le deuxième taux quand on aura l'étalement jusqu'à 5 ans de votre prêt. Parce qu'il y aura 2 taux. Il y aura le taux initial du moratoire de 12 mois, plus un taux quand vous commencerez à amortir si vous le faites. D'accord? Les banques, aujourd'hui, peuvent prêter à 0. On a un exemple de prêt que je vous montrerai tout à l'heure parce qu'un de nos clients a eu l'accord, on a l'accord de prêt. On en a un officiel de la BNP, donc je vous le montrerai. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir une banque qui vous prête à 0, puisque les taux sont négatifs en ce moment, donc il peut vous prêter à 0, comme une banque peut vous prêter à 1%. Donc, ça sera au libre arbitre de la banque. Ça ne sera pas une obligation légale. Ce qui est l'obligation légale pour les TPE, c'est 0,25. Vous avez entendu plusieurs taux, etc., de garantie. Les taux de garantie, c'est autre chose, ça dépendra de la taille des entreprises. Pour ma cible et celle à qui je parle aujourd'hui, on sera tous à 0,25. D'accord? Faisons simple. Ce taux bancaire, ce taux de prime de garantie de 0,25, permet à ce que si jamais l'entreprise vient à ne pas perdurer, la BPI va garantir 90% du montant du prêt. 90%. Ça ne veut pas dire 100%. Donc, ça veut dire que la banque prend un risque. Si on peut appeler ça un risque. Mais on va dire qu'ils prennent un risque. Donc, du coup, de 10%. Ce qui leur permet, dans ce cas-là, de dire, moi, je suis dans les critères d'obtention des prêts classiques et j'ai encore mon bon vouloir parce que j'ai ces fameux 10%. Et ce n'est pas la BPI qui décide. C'est même la BPI qui va pouvoir refuser même si la banque accepte. D'accord? Et vous avez donc un moratoire de 12 mois, ensuite, possibilité d'étalement. D'accord? Ça, c'est le principe des chiffres. Le pouvoir de la banque, justement. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un prêt bancaire, certes garanti par l'État, mais 10% de risque pour la banque. Et le FAQ du gouvernement, quand vous voyez ici
c'est que quand vous trouverez le PowerPoint sur Internet, sur notre site Internet, je vous rappelle que ici, c'est parce que vous avez derrière des liens hypertextes qui expliquent les systèmes de cotation de la Banque de France, etc. Et dans le FAQ qui concerne le PGE, les banques s'engagent à octroyer très largement le PGE aux professionnels et aux entreprises qui en ont besoin et dont la dernière notation FIBEN ou équivalence, parce qu'il y a des banques qui peuvent avoir leur propre système, d'accord, soit dans certains critères, notamment, ça soit entre 3 à 5+. Éventuellement, des banques vont accepter 5, mais normalement, dans la cotation, c'est 3 à 5+. On va voir ce que c'est. Ce qui veut dire, et ça concerne autant les professions libérales qui veulent obtenir un prêt, parce que certains, il y a beaucoup peut-être de professions libérales qui nous écoutent aujourd'hui. Vous aussi, si vous êtes kiné et que vous demandez un prêt PGE, vous êtes concerné par les mêmes principes. Qu'est-ce qui se passe? On va voir sur les cotations et les impacts que ça peut avoir, c'est loin d'être neutre. Hein. Donc, comme il y a un pouvoir de la part des banques et qu'ils sont obligés de respecter cette règle, parce que cette règle du FIBEN, c'est une règle qui est instaurée par la BPI. Ce n'est pas une règle instaurée par les banques. Donc, même si une banque dit oui parce que vous avez une cotation à 7, la BPI dira non, je refuse de garantir parce qu'il n'est pas dans le 5+. Attention. On va y venir, on va expliquer ce que c'est. Donc, c'est quoi les notes? Je reviens et je vous ai fait un exemple de quelqu'un qui est H6 et qui sera refusé. S'il est 5, il faudra se battre pour obtenir un 5+. Mais s'il est H6, lui, c'est sûr et certain qu'il est refusé. Donc, la lettre H. Déjà, la lettre H, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'ici, vous avez un niveau d'activité et selon la lettre que vous avez, c'est la tranche de chiffre d'affaires que vous avez. Si vous êtes H, vous êtes entre 750 000 et 1,5 million de chiffre d'affaires. D'accord? Si vous êtes une profession libérale, kiné, infirmier et autres, vous êtes la plupart du temps dans les petites lettres, hein, puisque c'est en milliers, hein, on rappelle hein, quand même, c'est 1,5 million, donc il faut quand même faire le truc. Donc entre 100 000 et 250 000 ou inférieur à 100 000, vous serez L ou M. D'accord? Donc vous serez dans les niveaux d'activité. La lettre, elle n'est pas très importante. Par contre, ensuite, à côté, vous avez la cote. La cote, c'est l'espérance d'honorer vos engagements dans les 3 ans qui viennent. Mais il n'y a pas que ça. Donc, on voit qu'à partir de 5, vous avez un risque faible de rembourser. À partir de 6, vous avez un risque très faible. Et c'est quoi un 6? Un 6, après l'analyse par la Banque de France d'une documentation comptable récente, la situation financière présente des déséquilibres très marqués, pouvant mettre en cause la pérennité de l'entreprise. Alors ça me fait doucement marrer, parce que là, on va dire que tout le monde est 6 en ce moment. L'entreprise contrôle des sociétés dont l'importance apparaît significative et qui fait l'objet d'un redressement judiciaire. Bon, si j'ai une filiale en redressement judiciaire, le problème est réglé, je vais être éliminé, je vais être 6. Mais surtout, après son analyse, l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement, continuation ou cession. Ben, là, on est 6. Mais là, ce qui me gêne le plus, moi, c'est que des associés majoritaires, personnes morales ou même une personne physique, vous pouvez être classé, vous aussi, parce que vous avez fait des impayés ou parce que vous avez vécu une histoire avant de passer avec des interdits bancaires, avec éventuellement une première faillite dans une activité quelconque. Et ça vous suit pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans en arrière, j'ai fait une bêtise. Je me retrouve dans une position où maintenant j'ai soldé mon problème, mais je suis toujours inscrit dans ce foutu FIBEN qui est rarement vidé d'office par les banques. D'accord? Et vous allez vous retrouver avec une mauvaise cotation. Et dans ce cas-là, si vous avez une mauvaise cotation, parce que vous êtes 6, voire même 5, bah, la BPI va vous refuser. Donc déjà, première des étapes qu'il faut faire, il faut aussi demander immédiatement à son banquier, mais j'ai quelle cotation? Puisque si vous dites que vous êtes 5, aïe aïe aïe, mais c'est peut-être encore jouable. Si vous êtes 6, c'est cuit. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vont vouloir demander ça, alors qu'ils ont une cote 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une cote 6, avant de réclamer, bah, il faut qu'on en parle. Parce que sur certains clients, j'ai une cliente qui voulait justement faire une demande de PGE. Peut-être qu'elle nous écoute là. Et je lui ai dit, attention, la première étape, c'est que si jamais vous voulez faire ça, il faut faire une augmentation de capital parce que vous avez des capitaux propres négatifs. On va faire une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d'associés, justifier que vous avez un bon capital, redemander une note correcte et vite pouvoir demander le PGE. Sinon, d'office, vous allez vous montrer votre dossier comme ça avec votre bilan et autres, vous êtes marrant, vous êtes cuit. Et pour les personnes privées, si vous avez des interdits bancaires, des ennuis bancaires,
vous avez intérêt à régler ça très vite, autrement ça va poser un gros problème. Donc aujourd'hui là, ne vous amusez pas à avoir un chèque impayé, ça risque tout de suite de vous dégrader sur la note FIBEN, et dans ce cas-là, vous êtes mal. Donc attention à ça, d'accord? Donc les cas de refus presque automatiques. Bah, si vous avez des capitaux propres négatifs, je vais vous montrer que c'est plus récent qu'on croit. Mais on peut éventuellement tenir compte des comptes courants d'associés. Dans une société, si jamais j'ai prêté l'argent à ma boîte, il n'est pas au capital, donc il n'est pas d'un capital propre, mais la société me doit de l'argent. Donc, ils ont dit qu'ils tiendraient compte éventuellement de ces comptes courants d'associés. Sinon, la solution, c'est l'augmentation de capital. D'accord? Certaines entreprises, elles, auront un autre problème, ce sera qu'elles auront, les entreprises individuelles, un équivalent de capitaux propres négatifs, c'est l'exemple que je vais vous donner après. Et là, il n'y a pas grand-chose à y faire. Pour les sociétés qui sont en redressement judiciaire, donc c'est cuit, mais si le plan d'acceptation est accepté et en cours de réalisation sans difficulté, éventuellement, ça sera faisable. J'ai un gros client qui, lui, je ne sais pas s'il m'écoute le soir en replay, il m'avait posé la question. Pour moi, il est dans un cas de figure très spécifique, puisque c'est un client qui est en redressement, en plan de sauvegarde plutôt, en plan de sauvegarde, mais qui a quand même une note à 3, donc une excellente note. Donc lui, il rentre dans le PGE. D'accord? Il va falloir qu'il se batte avec son banquier, mais il rentre dans le PGE. Ici, voici un exemple d'un bilan. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas trop la compta ou qui m'écoutent souvent au rendez-vous bilan, mais qui n'écoutent pas trop non plus ce que je leur dis, parce que je peux comprendre que c'est assez technique, bah là, je vous ai donné un exemple. C'est une entreprise individuelle, hein, ce n'est pas une société, je l'ai fait volontairement. C'est pour ça que dans capital social ou individuel, il est négatif ici. Pourquoi il est négatif? Bah, c'est le cumul des années antérieures qui fait qu'il a pris plus d'argent que ce qu'il en avait réellement gagné. Et le résultat d'exercice, par exemple, 45 000, c'est une boîte qui gagne correctement sa vie. Hein. Il fait 49 000 euros de bénéfices, 45 000 euros de bénéfices. Elle tourne bien, j'ai pas de soucis, etc. Sauf qu'en termes de trésorerie, la vie a fait que, par un moment, il a été déséquilibré financièrement et qu'aujourd'hui, il arrive à maintenir sa trésorerie. Comment? Bah, tout simplement parce qu'il a des encours clients et des encours fournisseurs. C'est-à-dire qu'il a des avances de ses clients pour faire les chantiers et il paye son fournisseur alors qu'il a déjà été encaissé et il paye son fournisseur plus tard. Donc, il y a un déséquilibre du besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle. Et là, on se retrouve dans une position où ce gars-là, comme il a des capitaux propres négatifs, forcément, il est refusé. Donc, même si la banque veut vous dire oui, la BPI vous dira non. C'est ça que ça veut dire. La banque vous dit oui, la BPI vous dira non parce que vous avez des capitaux propres négatifs. Donc ça, vous ne l'aviez peut-être pas forcément prévu. Divers à savoir, il n'y a pas de limite. On peut cumuler, parce que j'ai entendu dire que, mais si j'ai le fonds de solidarité, je n'ai pas le droit à la BPI ou garde d'enfants ou chômage partiel. Non. Si vous avez une aide, ça n'empêche pas d'obtenir le PGE de la BPI, le PGE, hein, le prêt garanti de l'État. Donc ça, c'est possible, même si vous avez une aide à côté, ce n'est pas interdit. Par contre, il y en a certains qui m'ont posé la question, mais j'ai des covenants. Alors les covenants, c'est de la technique, hein, c'est-à-dire que c'est des conditions bancaires qui font qu'on peut annuler le prêt. Donc, vu la situation, ils ont quand même accepté que si jamais il y a une rupture des covenants, on peut quand même avoir le PGE, parce que ce n'est pas pour autant qu'on est dans une situation difficile. D'accord? Si vous avez des questions sur le covenant, je vous en parlerai ce que c'est. On peut faire plusieurs demandes d'ici le 31 décembre, dans la limite de la garantie de 25% du chiffre d'affaires ou 3 mois de chiffre d'affaires, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut en faire plusieurs. On n'est pas obligé d'en faire qu'une, pourvu qu'on reste dans la limite. On peut le faire à plusieurs banques, pourvu qu'on reste dans la limite. Je ne suis pas obligé de le faire dans ma seule banque. Je peux le faire à 2-3 banques différentes. Je peux en faire dans ma première banque, aller dans une autre banque et redemander un PGE tout en ne dépassant pas les limites. D'accord? Le chiffre d'affaires qu'on parle, c'est le chiffre d'affaires de la liasse fiscale. Donc, ce n'est pas de chiffre d'affaires. Il y a une définition. Vous prenez la liasse fiscale, votre liasse fiscale. Si vous demandez à mes collaborateurs, ils iront chercher le chiffre d'affaires de la liasse fiscale, du dernier bilan. D'accord? À défaut, s'il n'est pas sorti de 2018, mais avec une attestation d'expert comptable sur 2019. Donc, il faut vite sortir les bilans, sinon vous n'aurez pas le PGE. Et c'est votre collaborateur, si vous ne savez pas où trouver la ligne du chiffre d'affaires, il vous la donnera, c'est sur la liasse fiscale. Bien sûr, on peut demander des remboursements anticipés de mon PGE, c'est-à-dire que je demande 100 000 euros, au bout de 6 mois, j'en ai plus besoin, je peux demander le remboursement anticipé. Sauf que je vais vous montrer tout à l'heure sur un contrat de la BNP, il y a un petit piège, ils vous disent qu'il n'y a pas de frais, mais en fait, il y en a quand même un peu. D'accord? Mais ça va, ça reste raisonnable les montants de frais, mais il y en a quand même. Hein.
Si jamais vous avez demandé à votre banquier de souscrire un PGE et que votre banquier vous a refusé. Donc la solution, c'est d'aller voir le médiateur. Attention, le médiateur, vous n'irez pas voir d'un premier coup. Hein. Il va falloir, et vous le verrez dans le courrier après, il va falloir faire un petit peu de démarche avant d'aller voir le médiateur. Je vous ai donc mis ici un modèle qu'on va voir après et je vous ai le cas de dépôt en ligne. La demande du médiateur, c'est en ligne. Vous cliquerez sur ce lien, ça vous mettra automatiquement sur la page où vous pouvez demander le médiateur. Et vous avez une assistance téléphonique sur laquelle j'ai marqué « Bon courage ». C'est exactement comme la vidéo qu'on a voulu, qui nous a bien fait marrer nous, mais que vous voyez très mal, j'en suis désolé, mais qui montrait que l'ASP, c'est du grand n'importe quoi et c'est exactement la vidéo d'hier. Donc, le médiateur. Vous allez lui faire une demande comme celle-ci. Sur la partie gauche, ce n'est ni plus ni moins que qui vous êtes. Et sur la partie droite, vous n'aurez que 3 questions à répondre. La première, quelles sont les difficultés de financement que vous rencontrez? Précisez le lien avec la crise du Covid, donc expliquez ce que le Covid a généré pour vous. La deuxième, quels sont les établissements bancaires et assurances crédit concernés? Donc attention, ça veut dire qu'il faut avoir vu plusieurs banques et pas qu'une seule. Parce que si vous faites la médiateur de crédit, vous n'avez qu'une seule banque qui vous auront bien dit les. Et si vous avez des créances auprès de l'État ou autre, il faut d'abord mobiliser les créances avant de solliciter le médiateur. D'accord? Ça arrive à ceux qui marchent, qui ont les marchés publics et c'est très long pour les payer. Et là, une petite question piège. Et là, je vous ai mis attention, la question piège. Votre entreprise est-elle en état de cessation de paiement? L'état de cessation de paiement, c'est quand je ne peux pas faire face à mes dettes. D'accord? Donc là, il y a une règle un peu particulière pendant le Covid, mais attention à cette règle de l'état de cessation de paiement. Ça peut être à double tranchant. Donc, si vous sentez que vous êtes dans cette ligne-là, c'est vraiment quand vous êtes déjà vraiment un peu bien dans la merde. Hein. Déjà, avant même la crise, vous étiez déjà dans la merde. Là, vous avez de fortes chances d'être en état de cessation de paiement. Si c'est la crise qui vous a généré un peu de retard, ce n'est pas ça l'état de cessation de paiement. On est bien d'accord. Mais si c'est le cas, et je sais qu'il y a quelques clients qui nous regardent et que c'est le cas, bah, ça va être compliqué. D'accord? Ensuite, l'assurance crédit. Donc, il y en a certaines banques qui vont vous demander de vous assurer pour le crédit. D'accord? Mais attention, cette assurance crédit n'est pas demandée par la BPI alors qu'elle garantit 90% du prêt. Donc, je crains que certaines banques profitent de cette occasion pour vous mettre de l'assurance crédit en place parce qu'ils gagnent de l'argent sur les assurances crédit. Ce n'est pas obligatoire. Donc là, on peut réclamer sur les assurances crédit. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de le faire avec la banque. Vous pouvez très bien aussi avoir une assurance crédit ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège. Si jamais vous êtes en société, vous êtes en BIC, vous souscrivez une assurance crédit et qu'il y a un décès de l'un des associés ou quoi que ce soit, ou de la personne qui a, bah vous vous retrouvez dans une position où c'est un bénéfice complètement imposable. Donc, ça peut être un piège à double tranchant. D'accord? Mais c'était surtout pour vous parler qu'il y a de l'assurance crédit. Normalement, non, mais on peut vous en demander. Le tableau de trésorerie, pour le PGE qu'on va parler, je vais vous montrer le modèle de tableau qu'il va falloir remplir. On a eu celui du CIC. Chaque banque aura son modèle. Hein. Nous avons ici que le CIC. Pour notre part, nous estimons qu'un tableau de trésorerie est insuffisant, sauf pour les petits montants, bien sûr. Hein, mais pour ceux qui auront des montants un peu plus importants, c'est insuffisant. Il vaut mieux rentrer dans une logique un peu plus aboutie qui sera une logique… Alors, excusez-moi s'il y a des fautes d'orthographe. J'ai fait ça très vite cet après-midi. Je n'ai même pas eu le temps de lancer le correcteur. Ici, il y aura aussi une mission qu'on a pondue qui est un peu plus globale, qui permettra de réfléchir à des refinancements des crédits bon cours. Pourquoi pas utiliser le PGE pour refinancer mes crédits bail, alléger mes échéances et pouvoir étaler dans le temps. Ça peut être une solution. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est reculer pour mieux sauter et que derrière, si jamais je dois payer mes crédits baux et ensuite je dois payer le remboursement du crédit ici, et je risque de me donner une bouffée d'oxygène maintenant et d'être pris par la gorge, dans un an. Donc, il y a peut-être une logique de refinancement à mettre en place. Il peut y avoir une logique d'effet de levier et gagner de l'argent grâce au PGE, un effet d'aubaine. Il y a des logiques de saisonnalité d'activité aussi. Attention, parce que dans un an, on va redéclencher le paiement. Attention à la saisonnalité et de se faire en sorte que quand je redémarrais mon paiement, il faut que je sois déjà dans mes bons mois. Donc, si ce n'est pas le cas, quelle trésorerie il faudra que je mette de côté pour pouvoir assumer les 3-4 premiers mois, le temps que ma saisonnalité se mette en place. Pensez à ça aussi. Dans certains dossiers où vous envisagez une transmission, une vente, etc. à court terme, il faut voir quel sera l'impact du PGE sur le prix de vente de votre société. Parce que si vous présentez une société avec des dettes courantes mais raisonnables, et si vous présentez une société avec un gros PGE en place,
l'endettement n'est pas le même, la valorisation n'est pas la même, donc on change les attributions patrimoniales. Donc attention aussi quand même à cette notion quand même patrimoniale dans le PGE. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple, c'est une réflexion qui peut être plus aboutie, sauf si bien sûr dans le cas qu'on va voir tout à l'heure, on demande 30 000 pour passer la crise. Là, je parle des montants un peu plus importants. D'accord? Donc voici un tableau qui a été proposé, qui est demandé par le CIC, qui pour nous, première aberration, il nous demande un plan de trésorerie, mais en hors taxe. Alors qu'un plan de trésorerie, comme c'est de la trésorerie, c'est toujours TTC. Pour moi, il faut être banquier pour avoir inventé ça. Je n'arrive pas à comprendre. Ils avaient mis en haut, dans les entrées, vous avez apport du personnel et prêt bancaire. Ils n'avaient mis que prêt bancaire. Moi, j'ai rajouté ou aide ASP ou fonds. Autrement, si vous ne le rajoutez pas, quand vous êtes remboursé pour le chômage partiel ou si vous touchez les 1005, vous les mettez où dans leur tableau. Il n'y avait pas de case pour ça. D'accord? Et la TVA récupérée, en fait, c'est la TVA qu'on encaisse de nos clients. C'est une mécanique purement bancaire. Alors là, je ne comprends pas comment il a pu prendre ça. Surtout qu'il y a des normes comptables et il n'avait qu'à se plier aux normes comptables. Mais qu'est-ce que je vous dis? C'est les banques. Donc, pareil, ensuite, vous avez les sorties. Sur les sorties, donc TVA reversée, c'est la TVA déductible. Les locations immobilières, en mars-avril, ça sera ce que vous payez normalement comme loyer, sauf si vous avez décalé. Tous les autres frais, c'est les frais que vous avez par différence. Il faudra les caser un peu là-dedans, fournitures diverses et autres. Le dirigeant, il n'aura peut-être pas la même rému, parce qu'il va peut-être faire les efforts. Et les salariés, du fait des impacts du chômage partiel, il y aura peut-être des décalages. Donc, si vous remplissez ce tableau, soit nous, on a la mission de remplir pour vous. Je ferai pareil pour cette mission que j'ai fait pour le service social, je l'avais dit, c'est-à-dire que ça sera un pot commun qui sera mis et qui sera partagé entre ceux qui auront fait les tableaux. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ces tableaux-là que vous pouvez normalement en faire vous-même. Ça m'amuse un peu quand ils nous disent oui, c'est un particulier qui pourra le faire. Non, c'est comptable. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Franchement, c'est un peu compliqué quand même. Mais bon, on essaiera de faire ça vraiment à des coûts très modiques de mission pour vous aider. On nous a dit on ne veut pas faire d'argent là-dessus, mais il faut bien que je paye des heures supplémentaires de mes collaborateurs. Ensuite, je vous ai fait une échelle de temps pour bien maîtriser un petit peu ce qui se passe dans ce plan de financement. Dans l'échelle de temps, j'ai la demande de dossier, c'est 5 à 10 jours pour avoir une réponse. D'accord? Ensuite, vous pouvez faire une demande de ce dossier-là, mais dans la limite 2 mois avant le 31 décembre. Donc, ils vous ont dit que c'est le 31 décembre, mais en fait, les dossiers après le 31 octobre vont être difficilement instruits parce que le délai de refus ou autre. Donc, n'attendez pas le 31 décembre. Deadline, 31 octobre. Moratoire de 1 an sans remboursement. Ensuite, 4 à 2 mois avant l'échéance de l'étalement, il faudra demander à sa banque, donc généralement, je pense 2 mois avant, demander à sa banque l'étalement ou pas. Parce qu'il y a un deuxième taux d'intérêt. Je rappellerai qu'il y a un taux d'intérêt et une nouvelle garantie de la BPI quand vous allez demander l'étalement. Exemple, je demande 50 000 € maintenant. Pendant 1 an, je ne paye rien. Au bout d'1 an, le taux d'intérêt de la banque, c'est 0. La garantie, c'est 0,25. 1 an plus tard, je vais voir mon banquier, je ne peux pas vous rembourser d'un coup les 50 000, j'aurais besoin d'un étalement de 2 ans. Donc, je lui demande 2 mois avant la fin. D'accord? Une fois que j'ai demandé 2 mois avant la fin, je me retrouve dans la position où mon banquier va me reproposer un taux d'intérêt qui sera le taux d'intérêt de l'époque. Parce qu'en gros, il va se refinancer sur le marché interbancaire et vous reproposer, à prix coûtant normalement, un nouveau prêt étalé qui sera garanti à nouveau par la BPI. C'est dans le même cadre, de même accord, et sur lequel il reprendra 0,25% du montant d'encours. Donc, il y aura 2 fois 0,25. D'accord? Ça, on ne le dit pas toujours. Et l'étalement sera entre 1 et 5 ans et sans pénalité de rachat. Sauf qu'on va voir le contrat d'un client. D'accord? Comme ça que ça marchera l'échelle de temps sur le PGE. À notre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas oublier que déjà, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que si j'emprunte alors que j'ai de la trésorerie, 30 000 et que j'ai 50 000 € de trésorerie, je vais me retrouver de toute façon à rembourser les 30 000 € l'année prochaine. Sauf que l'année prochaine, je peux très bien tomber malade en cours de route, je peux avoir un salarié clé dans mon entreprise qui est parti et que ça fait baisser mon chiffre d'affaires, je peux avoir un concurrent qui s'est installé. Donc attention, ça peut être reculé pour mieux sauter. Donc avant de demander un prêt bancaire PGE, réfléchissez. Donc si vous n'avez pas le choix, bien sûr qu'il faut y aller. Si vous êtes dans une activité saisonnière, et comme j'ai un client là, s'il ne la demande pas, comme il est décalé de la saison, parce que normalement elle commence en avril, il va être décalé de la saison, lui il va forcément avoir des décalages, je pense qu'il n'a pas trop le choix non plus. Mais si ce n'est pas dans ces 2 cas, attention, ça peut être reculé pour mieux sauter. Sinon, c'est un effet d'aubaine.
parce que soit j'ai vraiment pas le choix, bah là, tant pis si je recule pour mieux sauter, soit j'ai un effet d'aubaine. Mais l'effet d'aubaine, il faut qu'il soit, à mon sens, hein, pour deux choses. Soit pour un refinancement, que je parlais tout à l'heure, les crédits beaux, etc., pour alléger la trésorerie future et d'avoir une réflexion un peu plus à long terme de comment je vais rembourser derrière. Donc, c'est une logique de refinancement. Là, j'ai une entreprise qui fait de la reprographie et elle, je pense que c'est intéressant pour qu'elle le fasse parce qu'on va pouvoir réétaler les crédits beaux le temps que la machine redémarre. Donc, ça, je pense que ce serait une bonne solution. Et sinon, pour un outil de gestion, j'ai mon cousin qui a un garage Peugeot en Auvergne et qui, lui, éventuellement, pourrait aussi profiter du PGE pour financer son parc automobile qui tourne et de faire en sorte qu'il ait plus de véhicules avec la reprise, puisqu'il y aura de la refonte de véhicules, de la revente de véhicules qui va repartir un petit peu, et qu'il ait un petit peu de matériel à vendre, etc. Donc, lui, quelque part, c'est un effet d'aubaine. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en manque de véhicules par les ressources financières. Donc, ça peut être une idée assez intéressante. Pardon. Sinon, j'ai eu des questions de clients qui m'ont appelé, mais est-ce que je peux aussi prendre l'argent et le placer en bourse? Attention, attention. La bourse, c'est manipulé. La bourse, il faut faire extrêmement attention. Moi, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que je boursicote. Donc, je sais ce que je fais. Et il y a des années, j'arrive quand même à perdre de l'argent. Donc, faites extrêmement attention. Surtout que si jamais vous devez être un bon père de famille quand vous êtes dans une entreprise, si jamais vous venez à perdre de l'argent par le PGE que vous avez placé, l'État pourra être en droit de vous dire ben, vous avez fait un acte anormal de gestion, voire une faute de gestion. Donc, je vous refuse les déficits, etc. et je vous accuse. Donc, l'effet d'aubaine pour placer en bourse, soyez sûr de vous quand même. Et à la limite, si vous le faites, vous faites ça, vous jouez en bourse, vous remboursez aussi sec l'argent, vous gardez vos gains et basta. Mais surtout, ne partez pas sur un étalement avec ça. Enfin, moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Mais faites attention à ce genre de choses. OK? Donc, de ce fait, je vous ai montré ici, sur ce PowerPoint que vous trouverez sur Internet, ce que j'ai pu faire pour le PGE. Ah, tiens, je n'ai pas vu ça. On devient un peu plus fou ici. Et ensuite, je vais vous montrer comment fonctionne un prêt. En attendant, si vous avez des questions à poser, posez vos questions, ça va être l'occasion. Et je vais vous montrer un prêt bancaire, ici. Hop. Pardon. Là, vous devez le voir à l'écran maintenant. Parce que moi, je ne me vois plus, donc je ne sais pas. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Si on fait le PGE, quelqu'un me répond s'il voit bien l'écran sur le prêt garanti, s'il vous plaît. Et si on fait le PGE, mais qu'on n'a pas besoin, peut-on l'annuler avant la fin de l'année? Oui, on peut le rembourser à tout moment, le PGE. Donc, vous pouvez le réclamer et à tout moment, vous pouvez demander à la banque, j'arrête de payer. Donc, vous ne voyez pas le… Non, vous ne voyez pas. Ah. Alors, attendez, je vais faire quelque chose. Excusez-moi une seconde. Je fais une manip. Il y a quelqu'un qui est en train de descendre pour me dire quelque chose. Là, vous devez le voir maintenant. Je pense que maintenant, vous voyez le… Maintenant, ils doivent le voir. Maintenant, ils doivent le voir, je pense. Si quelqu'un peut me répondre, si la cote est à 7, X7. Si vous êtes 7, vous êtes marrant. Vous n'aurez pas les… Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous dis, si vous êtes en dessous de 5 +, c'est bon, ça marche? Si vous êtes en dessous de 5 +, c'est même pas la peine, vous n'y aurez pas droit. D'accord, c'est bon, ça marche, merci. Vous le voyez. Donc, du coup, j'ai modifié rapidement les noms, je gommerai un peu plus. Bon, ce n'est pas ce qui est important. Ici, donc, c'est un client qui a demandé 30 000 €. D'accord? Donc, c'est juste pour faire face un petit peu. Ça, c'est le contrat officiel de la BNP. Hein. Donc, il a demandé 30 000 € en prêt de trésorerie. J'ai lu le contrat cet après-midi, parce qu'il y a eu ce matin, hein, on a lu cet après-midi le contrat. 30 000 €. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le TEG, il est de 0,25 sur la première phase. En cas d'amortissement optionnel, le TEG applicable sera mentionné par un avenant convenu entre les parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux, il est bien de 0,25, et on le voit en dessous parce que le taux fixe intérêt, là, vous voyez, taux fixe 0%,
il n'y a que les 0,25% de la BPI. Mais ils vous disent bien, en cas d'amortissement optionnel, donc si c'est passé un an, si je désire l'amortir, si je veux l'amortir, j'aurai un avenant au contrat, donc ça reste bien le même contrat, mais j'aurai un avenant au contrat qui recalculera le TEG selon l'intérêt bancaire à cette époque-là. Donc on verra comment vont jouer le jeu les banques, d'accord? Pour l'instant, le taux, il est 0 et il sera, à l'issue, quand on sera dans l'étalement, il y aura un avenant pour renégocier le taux d'emprunt bancaire, d'accord? L'emprunteur sera redevable donc une commission de 0,25%, soit 75 euros. Et la réalisation, donc ces montants-là, 75, il sera prélevé sur le prix qu'ils vont vous donner, moins les 75 euros. D'accord? C'est un petit peu de frais d'essai. En cas d'amortissement optionnel du prêt, la dernière ligne que vous voyez soulignée, en cas d'optionnel du prêt, une commission de garantie additionnelle sera due, pareil à 0,25. Vous le payez une deuxième fois si vous choisissez d'amortir. Si vous le payez au bout d'un an, d'un coup, vous n'aurez pas à payer ces 0,25 de plus. D'accord? Les modalités de remboursement. Amortissement optionnel du prêt. Au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la date d'échéance du prêt, donc avant les 12 mois, l'employeur aura la faculté de demander au prêteur par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier sur sa messagerie sécurisée de reporter. C'est-à-dire qu'attention au formalisme que va vous imposer votre banque. On a ici manque de trésorerie. Est-ce que je peux, de mon compte perso, injecter de l'argent dans mon entreprise? Bien sûr, sans aucun inconvénient. On n'est même pas dans les notions de compte courant. Vous avez de la trésorerie à titre privé, vous pouvez tout à fait apporter de l'argent à titre privé dans votre entreprise, comptablement. Il faudra juste dire, quand vous mettez l'argent sur le relevé de banque, pour que le collaborateur ne se trompe pas, apport perso, c'est tout. Ça, on peut parfaitement le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Donc, attention pour l'amortissement optionnel. Dans tous les contrats que vous avez signés, il faudra bien aller voir les conditions de l'amortissement optionnel et sous quelle forme ça se passe. Ici, c'est un recommandé ou la messagerie sécurisée. D'accord? Ensuite, vous avez ici engagement de l'emprunteur. C'est une remarque que j'ai voulu faire assez importante. Pourquoi? L'emprunteur s'oblige à première demande de la banque à lui communiquer tout document comptable, financier ou juridique relatif à son patrimoine, donc son patrimoine privé, son endettement ou événement susceptible d'influer sur sa solvabilité. Ça, je trouve ça moyen. Je trouve moyen que la BPI accepte ça. Par ailleurs, l'emprunteur s'engage à ne pas contracter des dettes dont les charges éventuelles cumulées avec ses emprunts actuels risquent d'excéder ses facultés de remboursement. En gros, ils sont en train de vous dire, mais si je vous fais le PGE, n'allez pas me prendre un prêt classique en plus du PGE parce que vous serez étouffé, vous n'y arriverez pas. Ça me paraît assez logique. D'accord? Les déclarations, et notamment le remboursement anticipé en dessous. Là, vous avez l'emprunteur pourra procéder au remboursement anticipé du prêt, y compris dans sa phase d'amortissement. Donc, en gros, vous pouvez rembourser quand vous voulez le PGE. C'est l'énorme avantage du PGE. Vous le remboursez quand vous voulez. Sauf que là, la BNP, ils vous disent aucune indemnité sera due en cas de remboursement anticipé durant la première année. La première année, pas de remboursement anticipé. Pas de charge, d'accord? Par contre, quand vous êtes dans la version où vous êtes étalé, vous avez un remboursement maintenant par échelonnement, un montant minimum de perception est fixé à 404 €. Tout remboursement anticipé aura un caractère définitif et ne pourra pas donner lieu à de nouvelles utilisations. Donc là, en gros, ils sont en train de vous dire que si jamais, après les 12 mois, vous demandez un remboursement anticipé, vous en avez pour 404 €. Donc, il faudra bien réfléchir au moment de l'étalement. Et regardez bien vos contrats. Vous voyez, ça fait 4 pages, il faut tout lire. D'accord? Faites bien attention à ça. Ici, il y a un piège. J'ai demandé au client cet après-midi, j'espère qu'il nous écoute, demandez et posez bien la question à votre banque. C'est-à-dire que à quel moment la banque peut vous demander de tout rembourser d'un coup? La banque pourra rendre le prêt exigible, c'est-à-dire vous demander l'argent tout de suite, en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible. Alors ça me gêne. Parce que si c'est d'une somme de l'emprunt que je n'ai pas remboursé, je peux comprendre, je n'ai pas remboursé l'emprunt, et l'échéance du terme, il réclame l'argent. Mais d'une somme quelconque devenue exigible. Je n'ai pas payé ma TVA dans les délais, je dois rembourser les 50 000 € de mon plan, alors que même je ne suis peut-être pas d'accord avec eux, etc. Waouh. Là, je voudrais une précision, là, quand même. Et en cas d'incident de paiement, l'emprunteur déclaré en Banque de France. Vous avez un chèque ou une traite. Vous avez un litige. Tiens, une traite, c'est mieux. Vous avez un litige. Vous refusez la traite en disant « mais je ne suis pas d'accord, je ne veux pas la payer ». C'est un incident de paiement, même si vous avez raison.
attention, ça peut faire la déchéance du terme. Donc, soyez très prudent avec cette condition-là. D'accord? Et ensuite, ils nous disent que lui, si jamais il y avait un remboursement anticipé des échéances, il aurait une majoration de 3% comme un prêt immobilier. Voilà. Bon, en fait, c'est pour ça, ça sera négocié et je ne pense pas qu'il y ait trop de soucis là-dessus. Donc, voilà un prêt. Et la dernière page, c'était ni plus ni moins que les signatures. Donc, ça fait même 3 pages. Le modèle de la BNP, il est relativement simple. Il y a 2 petits pièges là que je viens d'expliquer. Attention à ce que vous allez obtenir et autres. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait quelque chose de relativement simple. La complication que vous allez avoir ne sera pas une complication juridique du prêt. La complication, ce sera votre note. Ça sera d'obtenir le financement par votre accord bancaire. Donc, ceux qui sont un peu difficiles, demandez 2 banques. Demandez à 2-3 banques. Ça va être, pour certains d'entre vous, je le sais, bien sûr, je ne vais pas dire non, mais ça va être très, très compliqué. Très compliqué. Et en plus, c'est des entreprises qui ont des emplois. Donc là, ça m'inquiète un peu. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi lui dire. Ce n'est pas le cas de la caisse d'épargne. C'est-à-dire, vous pouvez m'expliquer, Émilie, pourquoi vous me dites que ce n'est pas le cas de la caisse d'épargne? Parce que maintenant, on arrive aux questions. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'ai fait une présentation de ce qu'était le PGE. Je mettrai ça en ligne dans une demi-heure. Si je ferme mon entreprise et que je ne peux pas rembourser, quels sont les risques personnels? Ben justement, comme c'est garanti par la BPI, donc la BPI cautionne 90% du montant du prêt. Vous venez à fermer l'entreprise. Attention, il ne faut pas que ça soit voulu, fait exprès. Hein, autrement, il ne faut pas les prendre que pour les idiots non plus. Hein. Mais si c'est vraiment indépendant, parce que vous avez fait ce que vous pouviez, mais que la boîte a coulé, eh ben, vous risquez rien à titre personnel. Vous n'êtes pas caution. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des logiques de refinancement qui peuvent être assez intéressantes. Donc, ils sélectionnent les entreprises. Oui, ils vont sélectionner que les entreprises qui ont toutes les chances d'arriver à payer. Voilà. En gros, une entreprise qui était déjà un petit peu mal, elles vont couler et ils n'en ont rien à foutre. On est bien d'accord. Et en plus de ça, ils n'auront même pas les aides. Donc, oui, on est en train on va tuer énormément de TTPE en France. Énormément. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'on va en tuer pour peut-être certaines pour 10 000 balles. Donc, il aurait quand même été bien qu'on puisse peut-être faire des systèmes avec des cautions personnelles du dirigeant, pourquoi pas, hein, mais qu'on lâche 20 000 euros pour les petites boîtes, quitte à ce qu'ils portent caution, mais qu'on lâche un petit peu de sous. Là, je sais que ça va être dramatique pour certains. Parce que c'est bien beau d'aider les entreprises qui peuvent rembourser, mais il y a peut-être des entreprises qui, bon, ils vont tirer la langue, ils vont serrer la ceinture, ils arriveront à rembourser 20 000 dans les 3-4 ans, sauf que la banque ne va même pas vouloir prêter les 20 000. Donc, on va se retrouver avec des plans de sauvegarde, avec des redressements judiciaires, mais les frais de justice sont tellement élevés, ça va être une catastrophe. Mais j'en vois déjà dans ma tête, je le sais qu'il y en a certains, ça va être très compliqué. Émilie qui me répond pour les frais de remboursement anticipé, et il y en a, quoi qu'il se passe. Ça dépend de votre contrat. Si c'est ça que vous vouliez dire, ce n'est pas le cas de la caisse d'épargne, ça dépendra de votre contrat. Pas de frais à la BNP avant les 1 an, il y en a à la caisse d'épargne. Oui, je vous dis, c'est du cas par cas des banques. Hein. Attention, lisez bien votre contrat. Hein. Si vous n'avez jamais lu un contrat de prêt, alors là, ce coup-ci, vous le lisez bien, le contrat de prêt. Je ne pourrais pas lire le contrat de prêt de tout le monde. Dans ce que vous faites, vous le lisez. S'il y a une phrase que vous ne comprenez vraiment pas, vous l'envoyez en disant « Monsieur Ruiz, je ne comprends pas cette phrase. Mais je ne vais pas relire tous les contrats. Je n'ai pas le temps matériel et humain de le faire. Par contre, s'il y a une phrase que vous voulez que j'essaie de donner mon avis, pourquoi pas. Mais là, il va falloir lire. Au bout de combien de temps on a la réponse une fois que notre dossier est parti de notre banque? Je l'ai dit tout à l'heure, 5 à 10 jours. D'accord? Sur ce, si vous n'avez plus de questions, j'ai essayé de faire un petit condensé PowerPoint que vous trouverez hein, sur ça. J'étais si possible, didactique. Et merci à tous d'avoir suivi. Si vous n'avez plus de questions, je vous remercie. Lundi, il n'y aura pas de webinaire. Lundi de Pâques, je travaille, hein, mais je vais m'octroyer le fait de ne pas faire un webinaire lundi parce que c'est quand même du boulot à préparer tous les soirs, etc. Et je suis débordé de la période fiscale, donc c'est un peu compliqué. Et demain, j'espère qu'on aura des nouvelles sur cette fameuse aide de 2 500 €. Sinon, on fera un FAQ. Hein, je ne sais pas. Là, on commence à avoir. La semaine prochaine, on le fera mardi, donc. Et si mardi, je l'annoncerai, hein, si mardi, il n'y a pas plus de nouvelles que ça, ensuite, on le fera un jour sur 2. On le fera, je pense, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. D'accord?
N'hésitez pas à envoyer vos questions, n'hésitez pas à faire suivre ça à tout le monde. Aujourd'hui, je suis toujours dans la même volonté de faire comprendre mon quiz. Le nombre de gens qui perdent sont hallucinants. Pour moi, plus d'activité, 80% des EV les 6 premiers mois de l'année. Oui, oui. Donc, si justement vous n'avez pas d'activité pendant un laps de temps, je pense que le petit tableau que demande la BPI ne suffit pas. Il va falloir partir dans une mission un peu plus complète de business plan qu'on a proposé sur le site. Parce que là, il faut voir un peu plus loin quand même. Il faudra vraiment se poser peut-être d'autres questions. Donc, il faut être prudent quand même de ce qu'on fait. D'accord ? Sur ce, bonsoir. On a Jean-Georges qui m'a donné une petite idée de phrase, mais je n'ai pas suffisamment travaillé encore. Je n'ai pas forcément le temps. À bientôt tous. Bon courage. Et on continue notre petite aventure désespérée d'économie en espérant qu'ils écoutent un petit peu là-haut, mais je crois qu'ils s'en foutent complètement. Et si je dois donner un résumé, c'est que franchement, ils s'en foutent, mais alors complètement des TPE. Ils veulent tout faire pour sauver des emplois. Ils pensent sauver des emplois. Mais ils oublient que les TPE, c'est elles qui emploient dans la France. C'est juste hallucinant. Voilà, je fais tout ce que je peux. Merci, hein, ça me touche. Hein, merci pour les petits artisans. C'est vrai que c'est du travail et j'ai des remerciements par mail et autres. J'avoue que c'est aussi pour ça que je continue à le faire parce que franchement, c'est bien. Et c'est pour ça que je voudrais que derrière, il y ait encore plus de monde qui le voit. Parce que je pense qu'il y en a plein qui sont à la rue complet, que mes confrères ne répondent pas ou ne sont pas présents. Donc, n'hésitez pas à en parler. Je ne veux pas faire ça pour de la pub, mais si ça peut les aider, qu'ils aillent sur des filles de conseils YouTube et qu'ils arrivent à comprendre un petit peu ce qui se passe, ça serait bien. Bye bye!